Le mariage de Figaro est une pièce de théâtre écrite en 1778 par Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais lorsqu'il avait 46 ans. Sa première représentation officielle publique se déroula le 27 avril 1784 au théâtre de l'Odéon, anciennement appelé Théâtre François et se situant dans le 6e arrondissement de Paris. Cette pièce est, encore de nos jours, vue comme un chef-d'œuvre du théâtre français et est un symbole de la dénonciation des privilèges archaïques de la noblesse et de l'aristocratie. C'est une œuvre comique, en apparence, mais recelant bon nombre de messages cachés qui, lorsqu'ils sont découverts, changent la vision que le spectateur a de cette pièce. Cette vidéo se concentrera intégralement sur la scène 5 de l'acte 3, scène proposant une discussion entre le comte Almaviva et le personnage principal de la pièce, Figaro. Cette discussion, à l'allure de duel verbal, est l'épicentre de la pièce, proposant officiellement une démonstration de la ruse de Figaro face à un comte pensant avoir l'ascendant sur son valet et officieusement une critique satirique de la relation entre maître et valet. C'est sur ce dernier point que je me concentrerai dans cette vidéo, en commençant par analyser la tentative du comte de préserver ses apparences, puis en montrant que, dans cette scène, toute complicité entre les deux protagonistes est inexistante, malgré leur passé, pour ensuite continuer en montrant la prise d'indépendance de Figaro à l'égard de son maître. J'analyserai la phrase « Et maintenant, je ne vous cache rien » en montrant le rôle de la négation, et enfin conclure en répondant à la problématique de cette vidéo, comment s'exprime la rivalité entre un maître et son valet dans le mariage de Figaro. Figaro, le comte. Le comte, à part, il veut venir à Londres. Elle n'a pas parlé. Figaro, à part, il croit que je ne sais rien. Travaillons-le un peu dans son genre. Le comte. Quel motif avait la comtesse pour me jouer un pareil tour? Figaro. Ma foi, monseigneur, vous le savez mieux que moi. Le comte. Je la préviens sur tout et la comble de présents. Figaro. Vous lui donnez, mais vous êtes infidèle. C'est ton gré du superflu à qui nous prive du nécessaire. Le comte. Autrefois tu me disais tout. Figaro. Et maintenant je ne vous cache rien. Le comte. Combien la comtesse t'a-t-elle donné pour cette belle association? Figaro. Combien me donnâtes-vous pour la tirer des mains du docteur? Tenez monsieur, n'humilions pas l'homme qui nous sert bien, crainte d'en faire un mauvais valet. Le comte. Pourquoi faut-il qu'il y ait toujours du louche en ce que tu fais? Figaro. C'est qu'on en voit partout quand on cherche des torts. Le comte. Une réputation détestable. Figaro. Et si je vaux mieux qu'elle? Y a-t-il beaucoup de seigneurs qui puissent en dire autant? Le comte. 100 fois je t'ai vu marcher à la fortune, et jamais aller droit. Figaro. Comment voulez-vous? La foule est là. Chacun veut courir, on se presse, on pousse, on coudoie, on renverse. Arrive qui peut, le reste est écrasé. Aussi c'est fait. Pour moi, j'y renonce. Le comte. À la fortune? À part. Voici du neuf. Figaro, à part. À mon tour maintenant. Oh. Votre Excellence m'a gratifié de la conciergerie du château. C'est un fort joli sort. À la vérité, je ne serai pas le courrier étraîné des nouvelles intéressantes. Mais, en revanche, heureux avec ma femme au fond de l'Andalousie. Le comte. Qui t'empêcherait de l'emmener à Londres? Figaro. Il faudrait la quitter si souvent que j'aurai bientôt du mariage par-dessus la tête. Le comte. Avec du caractère et de l'esprit, tu pourrais un jour t'avancer dans les bureaux. Figaro. De l'esprit pour s'avancer? Monseigneur se rit du mien. Médiocre et rampant, et l'on arrive à tout. Le comte. Il ne faudrait qu'étudier un peu sous moi la politique. Figaro. Je la sais. Le comte. Comme l'anglais, le fond de la langue. Figaro. Oui. S'il y avait ici de quoi se vanter, mais feindre d'ignorer ce qu'on sait, de savoir tout ce qu'on ignore, d'entendre ce qu'on ne comprend pas, de ne point ouïr ce qu'on entend, surtout de pouvoir au-delà de ses forces, avoir souvent pour grand secret de cacher qu'il n'y en a point, s'enfermer pour tailler des plumes et paraître profond quand on est, comme on dit, que vide et creux. Jouer bien ou mal un personnage, répandre des espions, et pensionner des traîtres, amollir des cachets, intercepter des lettres, et tâcher d'énoblir la pauvreté des moyens par l'importance des objets. Voilà toute la politique où je meurs. Le comte. C'est l'intrigue que tu définis.
Figaro. La politique, l'intrigue, volontiers. Mais comme je les crois un peu germaines, en face qui voudra. J'aime mieux mamie, au guet, comme dit la chanson du bon roi. Tout d'abord, Figaro et le comte cherchent, lors de ce dialogue, à préserver leurs apparences. Le comte cherche à préserver une apparence noble, supérieure, tandis que Figaro cherche à préserver une apparence de valet, respectueux de son maître. Ils y parviennent par plusieurs moyens. Figaro fait en sorte que la hiérarchie soit respectée, ils font tous deux en sorte de garder une certaine gaieté, et le comte geste généreux à l'égard de Figaro en lui faisant des propositions alléchantes. Pour commencer, la hiérarchie est respectée car Figaro vouvoie le comte, tandis que ce dernier le tutoie. Cela montre un certain respect de la part de Figaro à l'égard du comte et une supériorité du comte face à Figaro. Vous lui donnez, je ne vous cache rien, Monseigneur, votre Excellence. Ensuite, on remarque que dans cette scène, la gaieté et le mouvement sont présents. Malgré un contexte de rivalité entre les deux personnages, cette gaieté se remarque par la présence de points d'exclamation et d'un effet de miroir présent tout au long de ce dialogue. Combien la comtesse t'a-t-elle donné? Combien me donnâtes-vous? L'auteur se sert de cette gaieté pour rappeler au spectateur qu'il regarde une comédie. Enfin, le comte, en bon noble, fait une proposition à Figaro. Il lui propose d'aller quelque temps à Londres sans sa femme. Cette proposition semble généreuse car voyager à Londres n'est pas donné à tous les valets, mais Figaro sait que le comte lui fait cette proposition afin qu'il s'éloigne de sa femme. C'est donc un cadeau empoisonné. Pour conclure, les deux personnages cherchent à travers ce dialogue à préserver leurs apparences, l'un en montrant sa supériorité, en restant calme et en faisant des propositions semblant généreuses, et l'autre en faisant preuve de respect, en faisant preuve de gaieté et en restant, en apparence, fidèle à son maître. Ensuite, tout au long de ce dialogue, le spectateur peut remarquer que toute complicité entre les deux compères a disparu. Elle a été perdue. Il peut le remarquer à travers 3 points. À travers des reproches que fait le comte vis-à-vis de son valet, à travers les apartés que font le maître et son valet, et à travers le fait que le comte ne reconnaisse plus son valet. Pour commencer, des reproches sont faits l'un à l'autre dans ce dialogue. Le comte dit par exemple « Autrefois tu me disais tout. 100 fois je t'ai vu marcher à la fortune, et jamais aller droit. » Tandis que Figaro dit « N'humilions pas l'homme qui nous sert bien, crainte d'en faire un mauvais valet, ou bien « Combien me donnâtes-vous pour la tirer des mains du docteur en parlant de la comtesse ?» Ensuite, des apartés peuvent être vus et entendus lors de ce dialogue. Au début de cette scène, le comte dit « Il veut venir à Londres, elle n'a pas parlé. » Et Figaro dit « Il croit que je ne sais rien. Travaillons-le un peu dans son genre. » Enfin, le comte dit tout au long de cette scène ne plus reconnaître son valet. « Autrefois tu me disais tout. » L'utilisation de l'adverbe « autrefois » marque ici une certaine nostalgie de la part du comte. Pour conclure, à travers cette scène, la complicité entre le maître et son valet a été perdue. On le remarque grâce aux apartés, aux reproches et à la remarque du comte, ne reconnaissant plus son valet, avec lequel il a vécu moult péripéties. Enfin, tout au long de cette scène, on remarque une prise d'indépendance de la part de Figaro, et ce à travers 3 points. L'émancipation de ce dernier, la cause collective qu'il défend, et les stichomities. Tout d'abord, l'émancipation de Figaro se remarque tout au long de la scène. En effet, Figaro se permet de refuser le cadeau que lui fait le comte. De plus, il se permet de le contredire à plusieurs reprises. Ensuite, Figaro défend une cause collective. En effet, il défend la place des valets face à leur maître. De plus, il utilise le pronom « on » à plusieurs reprises. Cela désigne plusieurs personnes inconnues, ce qui marque une certaine puissance dans ses propos et dans la cause qu'il défend, comme une cause universelle à tous les valets. Enfin, les stichomities montrent une prise d'indépendance de Figaro car, à de nombreuses reprises, Figaro, lorsqu'il prend la parole, semble contredire le comte. Il semble même lui couper la parole. Pour conclure, tout au long de cette entrevue,
On remarque une prise d'indépendance de Figaro car il semble contredire et couper la parole du comte. Il défend une cause collective qui va à l'encontre des intentions du comte et il s'émancipe en refusant le cadeau du comte. Et maintenant, je ne vous cache rien, commence par la conjonction de coordination et, ce qui la rend dépendante à la phrase précédente. Elle sert à la compléter, ce qui crée une forme d'ironie, comme si Figaro se moquait du comte. De plus, on remarque la présence d'une négation qui sert à détourner la phrase. En effet, Figaro semble contredire le comte, mais en réalité, il fait le contraire. Il ne fait que redire ce qu'a dit le comte auparavant, comme pour se moquer de ce dernier. Figaro, en utilisant cette négation, montre que ce n'est pas lui qui a changé, mais bien le comte. Pour clore cette orale, on remarque lors de cette discussion entre le maître et son valet que les deux personnages cherchent à garder leurs apparences de nobles et de valets. Ils montrent qu'ils n'ont plus aucune complicité l'un et l'autre, et Figaro prend son indépendance au détriment du comte. Cette scène est une critique sous forme de satire des pouvoirs des nobles et de la place de leurs valets. Ici, Beaumarchais cherche à appeler les valets à prendre leur indépendance vis-à-vis de leur maître. De nos jours, le mariage de Figaro est une des pièces de théâtre les plus célèbres en France, portant une morale atemporelle, qui peut être reliée à des situations de chaque époque. De nos jours, les maîtres et valets peuvent être comparés à un chef d'entreprise et à son salarié.